Axel Darrois. Bonjour. Bonjour Axel. Tu travailles pour Miyoken parce que au Mans aussi on crée des jeux vidéo. Miyoken, tu vas nous présenter très rapidement, crée des jeux vidéo. Donc oui, effectivement, vous pouvez voir mon parcours. Donc rapidement, j'ai un master d'ingénieur et un master de management de l'innovation, mais ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui, je travaille donc à Miyoken donc pour faire des jeux collaboratifs en réalité virtuelle. Donc le concept, il est très simple, c'est des jeux de 1 à 6 joueurs sur des scénarios d'une 40aine de minutes. Et donc si on peut lancer la vidéo. Donc voilà, c'est dommage, il n'y a pas le son parce que c'est Jean-Christophe qui avait fait la voix off du jeu. On va la refaire et Jean-Christophe va faire le doublage en direct. Alors, deux choses, il faut rappeler que c'est créé au Mans. Exactement. Et que c'est en réalité virtuelle, donc on est acteur du jeu. Exactement, donc ça nécessite un équipement un peu particulier. C'est pour ça que vous ne pouvez pas y jouer chez vous, qu'il faut aller se rendre dans des salles qui l'exploitent, notamment à Tours ou à Paris. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Et le but pour moi aujourd'hui, ça va être de vous donner vraiment un aperçu sur ce que c'est de créer les jeux vidéo. Parce qu'il y a des gens que ça intéresse de plus tard travailler dans le jeu vidéo et créer des jeux vidéo. Ok, donc j'en vois quelques-uns, donc ça fait plaisir. Donc rapidement, je vais parler du marché du jeu vidéo pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, j'enchaînerai du coup sur ce que c'est la création d'un jeu vidéo, donc du concept à la vente. Et aussi avec le suivi, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le modèle économique impose que les entreprises fassent de plus en plus d'investissements après la sortie du jeu. Et à la fin, je fais un petit aparté pour ceux que ça intéresse, pour expliquer comment on intègre le milieu du jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui, ça doit être entre 7000 et 10 000 personnes en France, donc c'est tout petit, et c'est assez compliqué d'intégrer donc le milieu. Donc le marché du jeu vidéo aujourd'hui, dans le monde, ça représente 120 milliards d'euros, donc c'est quand même un beau secteur, avec plutôt une préférence sur le smartphone et sur les PC. Et en France, on représente donc 5 milliards, donc une petite partie. L'Asie est un marché très très porteur. Ce qui est marrant de constater, c'est qu'en 1999, il y avait 20% de la population qui jouait, on va dire, de façon régulière, avec une moyenne d'âge de 21 ans. Et aujourd'hui, donc en 2018, c'est 51% de la population qui dit jouer régulièrement, avec une moyenne d'âge de 39 ans. Donc on voit que les joueurs vieillissent et continuent à jouer. Si on peut passer là-dessus. Donc, quelques exemples de jeux vidéo. Donc, là vient ma question. Attention, question. Dans la salle, qui joue à Fortnite ? Ok, donc quand même une grosse partie de vous contribue aux 2,5 milliards de chiffres d'affaires qui ont été réalisés sur le jeu en 2018. Donc c'est énorme, ça n'a jamais été réalisé. Et vous voyez que même League of Legends, qui est là depuis plusieurs années, ne génère pas autant d'argent. Donc les premiers jeux font partie de la catégorie ce qu'on appelle free-to-play, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer pour jouer aux jeux vidéo. Par contre, en jeu, on va vous inciter à payer pour des cosmétiques, pour avoir des récompenses supplémentaires. Je pense notamment au Season Pass dans Fortnite qui va vous rajouter des récompenses au fur et à mesure.
Et on peut aussi remarquer donc Red Dead Redemption et Monster Hunter qu'on appelle des jeux premium où il va falloir payer pour pouvoir jouer, qui font partie du top 10 des jeux de leur catégorie en 2018, avec la petite particularité que ce n'est pas des licences annuelles comme FIFA ou NBA. Ah, c'est toi? Donc, pour créer un jeu vidéo, c'est assez complexe et on va mobiliser énormément de compétences. On peut regrouper, on va dire, 5 corps de métier d'une manière générale, même si on en ajoute tous les jours. Donc, il y a premièrement la programmation. Donc, le travail, ça va être donc de réaliser du code qui va donner des actions. Quand vous appuyez sur votre manette, le personnage il va réagir. Donc ça, c'est quelque chose qui a trait à la programmation. Ensuite, le game design, ça va être de penser le jeu et de penser ce qu'on appelle la boucle de jeu. Donc objectif, challenge, récompense. Et on recommence. C'est ce qui va dans le jeu. C'est ce qui va vous amener à y jouer et encore à y jouer et à chaque fois répéter cette boucle pour donner soit du challenge, soit du fun. Ensuite, il va y avoir toute la partie artistique, donc que ce soit des jeux en 3D ou en 2D, faire les images, faire la géométrie, faire les personnages, toute l'animation, les effets spéciaux, VFX, et ce qu'on appelle aussi light artist et level designer, donc c'est ceux qui vont s'occuper des environnements et des niveaux dans lesquels vos personnages vont évoluer. Ensuite, il y a toute la partie musique et sound design qui va vous aider à comprendre le jeu et avoir un certain retour par rapport à vos actions. Et enfin, il y a aussi les scénaristes qui vont développer les personnages, les dialogues et donner un contexte global au jeu. Et de plus, aujourd'hui, il y a les acteurs qui viennent dans les grosses productions, donc qui sont numérisés en 3D, et on leur met une tenue de motion capture avec des capteurs un peu partout, et tous leurs mouvements vont être transcrits en jeu. Donc tu disais tout à l'heure qu'une vidéo YouTube, ça commence par un papier, le jeu vidéo aussi. Et on a un document qu'on appelle, qui doit être partagé avec tout le monde, c'est le Game Design Document. Donc qui va regrouper un peu toutes les idées de notre jeu et quelqu'un qui va lire ce document en fait va comprendre le concept du jeu et comment on veut le réaliser. Donc on va parler donc de l'histoire, du contexte, dans quel monde ça se situe, est-ce qu'on est dans un monde post-apocalyptique, est-ce que c'est un jeu de foot, les différents personnages qu'il peut y avoir et leur personnalité, tout ce qui va être le gameplay, donc comment vous allez interagir avec le jeu, comment vous allez être récompensé par les actions que vous faites dans le jeu, qu'est-ce qui va vous demander du challenge, qu'est-ce qui va être difficile pour vous dans le jeu. Ensuite, la direction artistique, donc est-ce qu'on va faire un jeu en pixel art, est-ce que ça va être plutôt une ambiance sombre et un peu glauque, ou est-ce que ça va être joyeux et coloré. La musique et les sons qui vont accompagner donc, cette ambiance artistique. Est-ce qu'il y a une interface utilisateur, est-ce qu'il y a des informations utiles que vous devez voir à l'écran, ou est-ce qu'on peut s'en extraire et vraiment être dans l'immersion. Et enfin, les contrôles du jeu aussi, on peut déjà les définir dans ce document. Donc, pendant l'étape de conception, donc je vous ai mis quelques sketchs qui ont été réalisés pour le jeu Nautilus que vous avez vu en vidéo. On va déjà essayer de définir les concepts et on va faire appel à des concept artistes qui vont dessiner rapidement plein de petites planches. Donc en général, c'est plutôt des gens qui sont issus de la BD qui dessinent vraiment vite. Et en fait, l'idée, ça va être de faire des recherches et voir vers quoi on veut aller. Donc les premiers, c'est en noir et blanc, et une fois qu'on a une idée assez fixe, on va pouvoir commencer à poser des couleurs dessus. On voit que sur la lampe, que vous avez vu dans la vidéo, on a pensé quand même à un design assez particulier pour que ce soit vraiment intéressant de la prendre en réalité virtuelle et de pouvoir passer le long des murs. Donc là, c'était animé, mais je vais vous expliquer le concept. C'est qu'ensuite, pour la partie programmation, quand on est dans la conception, on va pouvoir faire aussi des prototypes pour pouvoir tester des idées et voir si elles sont réalisables ou tout simplement tester un feeling. Donc on peut voir dans l'encart en bas à droite qu'il y avait un énorme oiseau qui arrive sur un personnage. Donc pour l'instant, la 3D a été faite. L'idée, c'était juste de vérifier si le feeling de se faire attaquer par un énorme oiseau qui va nous cracher dessus
Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça valide tout ce qu'on a pensé en amont? Une fois que notre concept est bien rodé, on va passer à l'étape de production. Donc là, chacun sait ce qu'il a à faire et ça va vraiment être l'étape la plus longue dans laquelle tout le monde va vraiment mettre énormément d'efforts pour arriver au jeu final. Donc on peut voir notamment le personnage en haut qui est terminé, donc avec toute sa géométrie, donc sa forme, mais aussi ce qu'on appelle les textures, c'est les images qu'on va venir appliquer sur la 3D. On va donner aussi un effet donc, métallique ou dans l'environnement plus un effet bois. Ça va être tout le travail des artistes, ainsi que l'animation et les effets spéciaux. Et la programmation, que ce soit donc en ligne de code ou ce qu'on appelle en visual scripting, où on crée des boîtes, en fait c'est du code qui est derrière, mais c'est visuel et c'est plus simple. Le but, ça va être de donner vie et de prendre tous ces éléments-là, le côté artistique, les animations, et de donner vraiment vie au jeu et à ce que le joueur puisse interagir avec tout ça. L'étape suivante, ça va être une fois qu'on a une première version testable, forcément c'est de la tester, pour éviter de se retrouver avec des choses comme ça premier jour de la sortie du jeu. Donc ça c'était Assassin's Creed 4, je crois, le jour de sa sortie. Il y a le visage qui, de temps en temps, ne s'affichait pas dans les animations. Donc, premièrement, il y a des tests qui vont être réalisés en studio. Donc, il y a des gens, des équipes de développement qui sont dédiées à ça et qui vont faire de la programmation pour pouvoir tester notamment les serveurs, voir s'il y a 100 joueurs sur le serveur arrive à suivre et qu'il n'y aura pas de crash. Et ensuite, on fait aussi appel donc, à des testeurs de jeux vidéo. C'est un travail qui, quand même, il faut se le dire, est assez fastidieux parce qu'ils vont devoir tout tester dans tous les moindres recoins pour essayer de trouver les bugs, tester si toutes les fonctionnalités du jeu sont bien réalisées, vérifier les traductions, ça arrive souvent que les jeux soient mal traduits aujourd'hui, et ensuite écrire des rapports pour l'envoyer au studio de développement pour qu'ils fassent les corrections nécessaires. Une fois que la version est testée et approuvée, on va passer à la vente. Donc il faut imaginer que sur les grosses productions, il y a d'énormes moyens pour le marketing. Aujourd'hui, vous voyez des pubs de jeux vidéo à la télé, dans le métro, au cinéma, vraiment partout. Et le but, ça va être de déclencher l'achat, que ce soit en support physique ou en support numérique. Donc sur Steam, Game Store aujourd'hui, GOG Bundle pour la partie PC, PlayStation Store, Nintendo eShop et Xbox Live pour la partie console. Et bien évidemment, il y a aussi l'App Store et le Google Store pour la partie mobile. Il y a une autre partie qui est très intéressante et qui fait un peu appel à ce qu'on disait tout à l'heure sur YouTube, c'est le management et la création de communautés sur YouTube et Twitch. Je sais pas, vous connaissez Twitch? Vous regardez souvent? Le but pour les entreprises, ça va être de sponsoriser certains streamers pour qu'ils vous parlent de leur jeu et potentiellement vous inciter à acheter le jeu. Donc ça va être un moyen pour eux, notamment de vous toucher, mais aussi d'avoir vos retours en direct, parce que sur Twitch, on peut parler directement dans le chat avec le streamer, et forcément, les entreprises qui commandent de la publicité sur leur jeu vont être attentives à tous vos retours. Et une fois que le jeu est sorti, il va y avoir une équipe qui va continuer le développement sur ce jeu-là pour proposer des mises à jour. Donc ça peut être des corrections de bugs ou ce que j'expliquais sur Fortnite, donc les mises à jour saisonnières qui vont apporter peut-être des nouveaux personnages ou de l'équilibrage au jeu et qui va redémarrer la nouvelle saison et un nouveau classement. Ou alors du contenu supplémentaire, donc comme on voit Monster Hunter Iceborne, qui est une extension payante du jeu de base, qui va vous rajouter plus d'une centaine d'heures de contenu. Donc c'est vraiment énorme. Donc comment intégrer le monde du jeu vidéo et devenir développeur? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des écoles qui existent. Moi je ne suis pas issu de ces écoles-là, donc je pourrais très peu vous en parler, mais je connais un peu l'ISAR et l'ENJMIN. Il
faut savoir que c'est des formations qui sont quand même assez chères et il n'y a pas forcément de résultats à la sortie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent de ces écoles-là mais qui ne trouvent pas d'emploi. Pour moi, la meilleure solution, ça va être de vous créer un portfolio. C'est-à-dire que quand on est développeur de jeux, qu'on fasse quelque chose d'artistique ou de la programmation, il va falloir qu'on se crée nos projets à côté et qu'on les présente. Donc il y a la plateforme ArtStation qui est une sorte de Pinterest pour les artistes du jeu vidéo et GitHub qui va permettre de poster nos projets de programmation et pouvoir les présenter. Dans tous les entretiens de recrutement que j'ai eus jusqu'aujourd'hui, donc ça doit faire une dizaine, il n'y en a aucun dans lequel on ne m'a pas demandé 2 ou 3 projets personnels ou réalisés auparavant dans d'autres entreprises. Si on peut passer à la slide suivante. Et donc pour finir, je vais vous présenter rapidement quelques chaînes YouTube qui vous permettront d'approfondir un peu le sujet si ça vous intéresse ou tout simplement pour la culture. Donc il y a Post-Process qui va vous donner quelques éléments techniques, vous expliquer comment les jeux sont créés. Art of Gaming qui va plus discuter la place donc, du média, du jeu vidéo et quel message on peut faire passer à travers ce média-là. Et enfin Doc Giro qui va prendre des jeux que vous connaissez et les décortiquer pour vous expliquer le game design et qu'est-ce qui vous incite à jouer à ces jeux-là, qu'est-ce qui est fun dans ces jeux-là. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Alors, on va prendre... Merci, Axel. Le résumé. Questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, pas de questions sur le prix. Est-ce que vous avez des prix sur les jeux vidéo? Si tu avais bien écouté, il y a eu la réponse dans l'intervention, donc le jeu n'est pas téléchargeable sur PS4. Il est jouable en salle. Exactement, ça nécessite un équipement particulier. Une question à l'écran. Ou question à l'écran, vous parliez de scénariste, est-ce vraiment possible de ne vivre que de ça? C'est une bonne question. Je pense que c'est possible, mais comme je disais, en France, on est entre 7000 et 10 000 acteurs. Et les scénaristes en représentent qu'une petite partie. Donc il y a quelques chanceux qui vont être dans les gros studios qui vont avoir leur poste. Personnellement, j'ai côtoyé un scénariste qui sortait de l'école de Luc Besson, qui était plus dédié au cinéma, mais qui aussi intervenait de temps en temps sur du jeu vidéo. Et je crois que quand on s'est quitté, il était à 50-50 entre ses projets de films et ses projets de jeux vidéo. J'allais dire, il y a peut-être des passerelles qui sont possibles entre l'écriture de livres, de scénarios, de télé ou de séries et exactement, jeux vidéo. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi très lié aux opportunités, aux projets que les studios lancent. Aujourd'hui, on a des jeux vidéo qui sont de plus en plus imaginés comme des films, avec des grosses productions. Ouais. On pourrait comparer au cinéma en fait. Et le montant injecté dans ces jeux-là est de plus en plus énorme. On est à un demi-milliard pour le dernier GTA. Alors, est-ce qu'il y a du plagiat dans les jeux? Ah, et puis il y a une question après. Du plagiat, c'est compliqué à dire. J'ai envie de répondre à cette question par le fait que 2 personnes peuvent avoir la même idée, mais ils ne vont pas le réaliser de la même façon. Si tu prends Mario Kart et Crash Team Racing, un jeu de course qui est très similaire, ça va être des jeux qui sont quand même assez semblables, mais te donnent pas forcément le même sentiment. Crash Team Racing, ils l'ont plus orienté sur le fait que c'est une équipe qui va réussir. Alors que dans Mario Kart, ton but c'est d'être tout seul et de pourrir un peu les autres. Alors, question... Oui. Bonjour. 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 Merci. Il y a combien de personnes qui travaillent pour faire un jeu vidéo? C'est très très variable. Tu peux faire un jeu vidéo tout seul, comme il y a des studios qui embauchent plus de 1000 personnes pour faire une production. Tout dépend en fait de ce que tu attends à la fin. C'est-à-dire que si tu prends un jeu sur lequel tu vas passer plus d'une centaine d'heures, où il va y avoir énormément de personnages, énormément de 3D, il va te falloir du budget, il va te falloir du monde pour réaliser tout ça. Si en revanche tu veux faire un jeu beaucoup plus petit, qui va durer quelques heures à finir,
tu vas avoir moins besoin de budget et l'équipe devrait être plus petite. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux indépendants, notamment, c'est en fait des plus petits studios qui vont poser une expérience un peu différente et souvent c'est des petites équipes, comme ils n'ont pas des gros moyens, qui vont les réaliser. Alors, autre question. Ça vous a pris combien de temps de faire votre jeu vidéo? Ah oui, la durée de création. Alors, à Myoken, on est sur des scénarios d'une quarantaine de minutes, de 1 à 6 joueurs, et ça nous prend en général entre 6 à 8 mois, on va dire, vraiment bien tassé. 6 mois entre l'idée de départ et la finalisation et la commercialisation dans les salles. Mais c'est très très court. Si tu prends les gros jeux que tu vois, c'est plus de l'ordre de vraiment quelques années, entre 5 et 10 ans, on va dire, pour les plus gros jeux. Alors globalement, par exemple, un Call of Duty qui sort un épisode tous les ans, ils en ont peut-être 1 ou 2 d'avance déjà dans les cartons et ils travaillent déjà sur... Après, il y a aussi les licences annuelles, c'est un peu particulier parce qu'ils réutilisent beaucoup le contenu qu'ils ont déjà produit. Notamment, je pense, Battlefield, qui visuellement sont très similaires d'année en année. Pareil pour tout ce qui est FIFA, NBA et jeux de sport. Alors, là-haut, une question. Bonjour. Bonjour. J'aimerais donner mon avis parce que y a certaines personnes qui disent que les jeux vidéo ça sert à rien, que ça ramollit le cerveau et tout. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi je suis pas d'accord avec les personnes qui disent ça parce que dans certains jeux vidéo on peut apprendre des choses. Et un jeu vidéo ça sert pas juste à ramollir le cerveau, ça sert aussi à se divertir et à jouer avec ses amis. Je trouve que ce que tu dis est vraiment juste. Alors, une dernière question. Bonjour, Bonjour. c'est pour savoir, c'est comment, du coup, ils sont payés comment, les gens? Ah, Ça veut petite dire, question. C'est vrai, combien on gagne dans le jeu vidéo? Merci, au revoir. On n'est pas millionnaire, hein, clairement. Donc ça va aussi dépendre de ta place dans l'entreprise et de la taille de ton entreprise. Forcément, les gens qui bossent sur les gros jeux vont gagner plus. Quand tu es dans une petite équipe, les gains sont moindres. Alors, c'est quoi? C'est le SMIC? C'est 2000 € net mensuels? Souvent... Ah, on parle salaire, là, ça y est. On parle ça. Bah oui, je pense que c'est aussi ce qui était attendu en euros, globalement. Je pense que la moyenne, on peut être aux alentours de 2000 € net en France. Parce qu'il y a des salaires qui sont vraiment au-dessus dans les postes très élevés, notamment à Ubisoft. Et d'autres dans des plus petits studios qui, je pense, sont pas très très loin du SMIC, effectivement. Et puis, c'est comme dans plein de domaines, il doit y avoir des transferts entre studios. Quelqu'un qui est très très bon dans son domaine, forcément a des propositions et doit Effectivement, il y a ébaucher des aussi. jeux vidéo qui bougent de studio en studio, mais c'est vraiment pour les postes au-dessus. Alors, Alors, la question du gaming, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde sur l'e-sport, pourquoi pas à l'occasion d'une prochaine édition. Il y avait une question sur des stages au Mans en tant que scénariste. Est-ce que Myoken prend des stages? Et là, je sais que c'est risqué. Alors, une avalanche de candidatures après. Est-ce que ça vous arrive de prendre des stagiaires? Oui, on prend des stagiaires. Après, c'est vrai que là, c'est une période qui est un peu complexe, parce qu'on est sur la fin d'un projet. Donc, on est vraiment dans le rush pour le finir à temps. Mais on peut toujours envoyer des CV là-dessus, sur le poste de scénariste. Alors, est-ce que tu seras, toi, Axel Myoken, vous serez présent samedi ou pas? Non, malheureusement, on est en salon déjà à Paris cette semaine. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de... Bonjour, on les retrouve en salle, pas au Mans, du coup? C'est à Non, Tours. malheureusement, c'est pas au Mans. Il y a Tours, Nantes, Paris, Lyon. Voilà. Juste pour conclure, pour remercier Axel, on peut l'applaudir. Merci.